Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la culture est quelque chose qui a des ondes positives parce qu'on va en parler, on va parler de la culture de la Réunion, c'est dans Cosmo Réunionnais. Encore une fois, merci Hélène, parce que je me suis trompé. Effectivement, c'était la conférence d'Émile. C'est dans ce cadre-là qu'on va parler de la culture. Bonsoir, Paul Mazaka. Bonsoir, bonsoir. Retraité depuis quelque temps déjà. Oui. Mais ancien directeur du service oui, de la culture. Voilà. Du département. Au Conseil général. Ouais. Ensuite, au ministère de la Culture. Après, à la mairie de Saint-Denis et après à la mairie du Port. D'accord. Là, quand on parle culture à La Réunion, c'est un paradoxe, mais on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En général, vous savez, on utilise toujours le mot culture. Ouais. Bon, c'est tellement, ça englobe tellement de choses, c'est partout comme ça, je pense. Ouais. Hein. Donc, et puis, comment vous définiriez la culture aujourd'hui ? Ça dépend. Moi, de mon point de vue, la culture, c'est un certain nombre, je veux dire, de comportements, de façons d'être, de façons de faire, qui caractérisent une population ou un peuple. Bon, nous, ici à La Réunion, on a notre art de vivre, on a notre cuisine, on a notre musique, la danse, on a notre façon de penser, et c'est ça qui nous caractérise. Bon, et donc, voilà, je peux pas... définir une culture de façon universelle, c'est complexe. C'est complexe, d'autant que la Réunion, sans être universelle, est quand même assez multiple. Oui. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, 3 continents pour un peuple qui a un peu moins de 400 ans, donc jeune, et encore en devenir. Oui. Si on parle de culture réunionnaise, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive en premier? D'abord, il y a tout ce qui est apparent, tout ce qui saute aux yeux. Bon, je le répète, la musique, la danse, la cuisine et tout ça. Mais derrière tout ça, il y a ce que j'appelle moi l'âme créole. Et donc, ce qui est fort ici à La Réunion, dans notre âme créole, c'est justement le fait d'avoir pu, j'allais dire, réconcilier des cultures qui viennent de partout, je dirais, et d'en avoir fait quelque chose d'unique qui est nous, Réunionnais. Et un des paradoxes, ce sont les conflits et les souffrances de l'histoire, qui fait qu'on vit ensemble, même si au cours de l'histoire, on s'est souvent opposé entre le riche et le pauvre, le blanc et le noir. Et malgré tout, on essaye d'avoir un vivre ensemble. En fait, je dirais pas qu'on essaye. On vit ensemble. Mais il faut s'entendre sur le mot vivre ensemble. Oui. Parce qu'on l'utilise tellement partout, à tout bout de champ, que ça veut plus rien dire. Si on ne creuse pas, quelle est l'origine de ce vivre ensemble? Eh ben, on sera superficiel dans ce qu'on dit. Parce que, après tout le monde vit ensemble, sur la terre ou dans les pays. Les gens vivent ensemble. Bon, mais il y a vivre ensemble et vivre ensemble. On peut cohabiter, je dis bien. Bon, mais on reste chacun dans son coin. On peut, voilà, j'allais dire même être tolérant. Hein, c'est-à-dire on accepte que l'autre ne soit différent, pratique une autre religion que celle que l'on a. Bon. Mais la cohabitation, c'est quand même une source de conflit. Parce que tout le temps que ça va. Mais il suffit qu'un grain de sable se glisse dedans. C'est-à-dire que, je sais pas, des groupes sociaux qui a une façon d'être, une façon de faire qui déplaît à l'autre, eh ben, c'est source de conflit. Tandis que je pense que ici, à notre niveau, à La Réunion, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas que tout est idyllique, mais je dis quand même qu'il y a cette capacité d'être l'autre à la fois. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, je me base sur moi.
c'est que, ben oui, je suis à la fois l'Afrique, l'Occident, la France et l'Europe et l'Orient. Bon, l'Orient, c'est l'Inde et la Chine. Et je dis que c'est en moi que les sources de conflit existent. Qu'est-ce que je choisis comme référence culturelle, si je puis dire. Et alors que je suis, par la force des choses, je suis obligé de concilier tout ça en moi. J'allais dire, le paradoxe, on le voit par exemple lorsque, pour les esclaves, au départ, ce ne sont pas des hommes, mais l'Église essaye malgré tout de... Je fais référence à Jean Monnet, par exemple. Enfin, à l'abbé Monnet, ce qui a voulu les évangéliser, qui voulait les intégrer à l'Église, mais j'allais dire, ceux qui étaient là, les plus riches, ont tout fait pour que ça se fasse pas, et Monnet a été banni de cette île. Oui, en fait, bon, tout ce processus comme ça, j'allais dire d'assimilation par l'intégration dans par les religions, bon, ça existait partout, je pense. C'est un phénomène que l'on constate ailleurs. Sauf que, bon, ici, comment dirais-je, le pouvoir colonial, d'accord, qui soutenait effectivement les gros propriétaires ou ceux qui avaient la richesse, bon, c'est normal. Enfin, en tout cas, on peut comprendre pourquoi ils ont essayé, comment dirais-je, de stopper ce processus créé par l'abbé Monnet et ensuite de l'éjecter. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Non, parce que les choses sont allées plutôt dans le sens contraire de ce qu'ils voulaient. Et on a même vu dans l'histoire de la Réunion qu'à un moment, lorsque Napoléon, en 1802, rétablit l'abolition de l'esclavage, mais juste avant, quand il y a eu cette abolition-là, la première abolition, eux, ils étaient prêts à faire sécession. Les Blancs, les riches de la Réunion, à l'époque où on voulait abolir l'esclavage, voulaient faire sécession avec la France. Oui, moi je pense, en tout cas. Bon, il y a des tas de phénomènes qui se produisent, d'action et de réaction. À la limite, je dirais que ça fait partie du processus. Mais c'est là où il faut mettre l'accent sur la capacité, effectivement, des esclaves, des engagés et de tous ceux qui étaient sous le joug de l'esclavage. C'est là où il faut mettre l'accent sur la capacité qu'ils ont eue d'offrir... De résilience. Oui, j'aime pas trop le mot résilience, mais de résistance, mais une résistance qui était faite de façon très intelligente de mon point de vue. C'est-à-dire qu'ils auraient pu rester chacun de leur côté, communitariser si on veut, mais ils ont mis ensemble. Ils ont tout mis ensemble. Et c'est ça qui leur a permis, à mon avis, de proposer plus qu'une résistance. C'est-à-dire une façon d'être qui fait que pour moi, il y a comme un miracle qu'ils ont fait. Mais si on prend quelques moments de l'histoire, la façon où c'est raconté, la façon où on a rapporté les faits. Par exemple, si on reprend Mussard, chasseur de marrons. On prend l'histoire de Citaran, avec Saint-Ange, avec Fontaine. On voit que d'un côté, il y a le blanc, le riche, de l'autre, il y a le noir, et il y a aussi le pauvre. Et ne serait-ce que dans l'histoire de Citaran, le seul qui aura été exécuté à la suite du verdict, c'est Citaran. Saint-Ange et Fontaine n'ont pas été exécutés. On voit que la bataille entre un pouvoir qui veut toujours s'enrichir et des gens modestes qui veulent essayer d'avoir une vie meilleure, ce combat-là continue. J'allais dire là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça n'a pas disparu, et au contraire, parfois ça s'accentue, et souvent même. Donc, je suis pas fataliste ni déterministe. Les choses, effectivement, il y a des riches et des pauvres. Et il se trouve que les pauvres sont toujours ceux
qui sont plutôt noirs, voilà, d'origine autre que les origines européennes, et encore que, il y a quand même... Bon. Donc ça, c'est un phénomène, effectivement, qui existe toujours, mais ça existe pourquoi ? Parce que ça répond à permettre l'hégémonie d'un système économique, d'un système capitaliste, d'un système basé sur l'ultralibéralisme, encore plus aujourd'hui, évidemment, qu'avant. Donc, cette question, je ne sais pas s'il y a des pays qui ont réussi à régler ça. Si je prends l'exemple, par exemple aux États-Unis, du mouvement Black Panthers, qui avait effectivement à l'époque, voilà, qui voulait plus de la suprématie, plus pire que ça encore, du comportement des policiers blancs vis-à-vis des Noirs. Oui. Bon. Alors, ce mouvement s'est fait connaître surtout au moment des Jeux Olympiques de 1968, oui. Lorsque un des deux Noirs qui vont être récompensés monte sur le... Oui, il lève le poing. Oui, bien sûr, mais toujours est-il que c'est ça qui est malheureux. C'est que ce mouvement des Black Panthers, donc qui a commencé avec un groupe de quelques personnes, et qui a fini effectivement par se répandre dans la plupart des villes des États-Unis, et qui avait engagé un processus effectivement de dire que l'éducation était importante. Par exemple, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des cantines pour les enfants noirs qui ne pouvaient pas avoir de petit déjeuner. Enfin, voilà, par exemple. C'est pareil pour la santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que malgré cette volonté de dire, on ne veut pas aller vers la violence, même si au début ça a commencé un peu comme ça. Ils ont voulu effectivement entreprendre des actions qui étaient plutôt d'aspect pacifique, en tout cas pour éduquer. Eh ben, ça a échoué. Ça a échoué. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le pouvoir économique et le pouvoir de la suprématie que la partie blanche de la population voulait faire comprendre que c'est cette suprématie qui a gagné. Donc, on l'a vu également dans l'histoire de Nelson Mandela en Afrique du Sud, quand il a commencé à revendiquer l'égalité entre noirs et blancs. Ça, c'est parti sur un terrain qui aurait pu vraiment aller dans la violence. En tout cas, dans le film, on montre qu'il refuse de tuer. Et c'est ce que disait Gandhi, d'ailleurs. Il disait « Je suis prêt à mourir pour mes idées, mais je ne suis pas prêt à tuer pour quelque chose. » Voilà, ce sont des hommes, que ce soit Mandela et Gandhi, et surtout Mandela, Mandela a donné une leçon aux plus grands responsables qui existent sur la Terre au niveau des pays et des États. Je ne suis pas sûr que ces responsables ont compris le message de Mandela. Parce que imaginez, vous êtes torturé, votre peuple est torturé, vous êtes emprisonné, vous restez en prison pendant 24 ou 24 ans. Vous ressortez et il faut reconnaître la pression exercée par les peuples, par l'Occident, sur les responsables de l'Afrique du Sud. Frédéric de Klerk à l'époque. Voilà. En tout cas, Nelson Mandela est libéré. On aurait pu s'attendre à quoi ? À une guerre entre blancs et noirs. Et qui disent, bon écoutez, ça va, je prends ma revanche, je venge mon peuple, et je me mets à exterminer les Blancs. Et ça, il ne l'a pas fait. Ça, c'est quelque chose. Justement. Et pourquoi il ne l'a pas fait ? Alors, il faut associer Desmond Tutu à Nelson Mandela. Tout à fait. Il était évêque. Oui, il était archevêque de... Ils se sont appuyés, et justement, sur un élément de leur culture, sur la philosophie... Zoulou. Oui, la philosophie, c'est Ubuntu. C'est Ubuntu. U-B-U-N-T-U, qui prévalait, qui prévaut toujours dans une partie, donc dans l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, d'accord, et l'Afrique de l'Est. Et que dit cette philosophie Ubuntu ? Je résume et je simplifie. Il dit que je ne suis rien sans vous.
je ne suis rien sans vous. Je suis un parmi vous. Et si vous n'existez pas, je n'existe pas. Et donc, ça incite effectivement à travailler ensemble. Ça incite à se rassembler. Ça incite aussi dans l'intérêt général, à mettre un peu de côté les différences ou les dissensions qui peuvent exister. Mais c'est une philosophie qui n'est pas très connue. En tout cas, j'ai rarement entendu en France, mais qui est une philosophie africaine. Et sur lesquelles Mandela et Desmond Tutu ont bâti toute l'après-apartheid, ont essayé de bâtir toute l'après-apartheid. Il n'y a qu'un seul chef d'État qui a compris tout ça et qui certainement connaissait la philosophie. Cette philosophie, c'est Barack Obama. D'abord parce qu'il est noir, parce qu'il vient du Kenya, enfin il est originaire de Kenya. Sa grand-mère, je crois. Voilà. Et donc, ce qui fait que il a réagi sur, justement, au moment de la mort de Mandela, sur cette philosophie Ubuntu et sur le comportement qui allait dans le sens d'une réconciliation. C'est pour ça qu'il y a eu vérité et réconciliation. Donc, il n'y a que Barack Obama qui a compris tout ça et qui a relevé tout ça dans un discours qu'il a fait. Et la transition avec la Réunion, c'est qu'aujourd'hui, notre histoire est faite de moments de tension, de domination des Blancs sur les Noirs, mais j'allais dire 370 ans après, il faut que les descendants, les héritiers de ces Blancs, de ces Noirs, arrivent à trouver à se réconcilier. Tout à l'heure, j'ai parlé de résilience. Il y a une chose que je regrette, surtout depuis le début, de ceux qui apprennent l'histoire de la Réunion, c'est que, par un moment, on dit qu'aujourd'hui, il faut guérir les blessures du passé. Parce que les souffrances du passé sont encore présentes dans tous ceux qui se sont transmis de génération. Ces souffrances, ils sont transmises de génération en génération. Oui, oui, bien sûr. Moi, je le constate quand je rencontre des gens dans tous les coins de l'île. Il y a des gens qui, effectivement, portent encore cette souffrance. Mais pourquoi, d'abord ? En tout cas, je pense que, premièrement, on n'enseigne pas à l'école l'histoire de la Réunion. C'est-à-dire que notre propre histoire n'est pas du tout non seulement enseignée, mais expliquée et par la suite compris par les gens. C'est-à-dire que c'est un point capital. Si l'histoire n'est pas enseignée, ça veut dire qu'on est amnésique de notre passé. Et aussi qu'on nous coupe de nos racines. Et ça revient à ça, oui. Évidemment. Bien sûr si on ne nous enseigne pas notre histoire, l'histoire de notre peuplement, mais à tous les niveaux, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire voilà, c'est que effectivement, c'est comme si qu'on avait une partie de notre mémoire qui ne contient rien, quoi. Et comment on s'appuie à ce moment, sur quoi on s'appuie? C'est quelle est la référence que nous pouvons avoir pour, comme on dit, essayer d'avancer? Il n'y a pas. Alors, il y a du travail qui est fait par des associations, et heureusement, par quelques historiens qui ont essayé, voilà, de divulguer cette histoire, mais avec les moyens qu'ils ont et à leur niveau. Bon, je pense à Sud Alfuma. Mais je dis que l'Université de la Réunion devrait s'atteler à ce travail et que l'enseignement de l'histoire de la Réunion, mais pas simplement de la Réunion, parce que quand on parle de la Réunion et de l'histoire de la Réunion, on parle aussi de l'histoire de l'océan Indien, on parle aussi de l'histoire d'une partie de l'Afrique, on parle aussi de l'histoire de l'Inde, on parle aussi de l'histoire de la Chine. C'est-à-dire que on peut pas dissocier tous ces éléments. Donc, si les générations de Réunionnais n'ont pas été instruits de tout ça. Attention, je ne dis pas qu'il faut porter des jugements ou quoi que ce soit, simplement qu'ils aient l'information de comment ça s'est passé et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Eh bien, on ne serait pas amnésique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre passé. Et certainement, cette souffrance que j'évoquais tout à l'heure serait plus ou moins atténuée, en tout cas donnerait la connaissance de l'histoire et l'apprentissage de l'histoire depuis l'école et les classes élémentaires jusqu'à l'université, évidemment, et encore plus encore, ça permettrait effectivement de pouvoir reposer ces réflexions, ce raisonnement
de pouvoir s'appuyer là-dessus pour essayer effectivement de se projeter. Donc, c'est capital, c'est essentiel, l'enseignement de l'histoire de la Réunion, de l'océan Indien, de l'Afrique, de l'Inde et tout ça. Mais déjà de nous, ici, de notre peuplement. Et de l'India-Océanie, parce que bon, on est relié à Madagascar, à Maurice et Garoudé, on connaît tout ça. Donc, comment peut-il y avoir un sentiment de culture, de notre culture, s'il n'y a pas cette histoire? Mais, ça m'a dernière question, Paul Mazeka, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, c'est on doit quand même à un moment donné, il faut prendre conscience de ce qu'on est, de nos racines, de qui on est. Oui. Et c'est là où la Réunion a souvent eu un problème, c'est de savoir qu'il y a eu des métissages, qu'il y a eu des mélanges, que nous sommes hindous, africains, européens en même temps. Ce qui n'est pas simple non plus, il faut le reconnaître. Si, justement, l'enseignement de l'histoire est fait pour mettre tout ça en évidence. Et il ne s'agit pas de dire simplement que les esclaves sont venus de Mozambique, des Comores ou de l'Inde, mais il faut, sociologiquement, il y a effectivement à tirer des enseignements, et notamment, bon, ce qu'on appelle communément le métissage. Bon, je vais pas m'étendre sur ce mot, mais on pourra à une autre occasion évoquer tout ça. Alors, la prochaine fois que je vous reçois, on abordera ça justement, voir un petit peu le socle de ce peuplement. Voilà. Qu'est-ce que de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre? Parce que il y a une chose qu'on oublie, c'est que, et c'est vrai que nous venons de ces 3 continents de manière générale, mais il y a une chose qu'on a fait ici, c'est que on les a réunis. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Réunion. Oui, c'est un mot, bien sûr, c'est un mot. C'est une belle chute. Merci Paul Mazeka pour cet échange. On se voit dans 15 jours pour revenir là-dessus. En tout cas, c'était vraiment très, très enrichissant. Merci à vous donc pour cet échange. Je ne sais même plus à quel moment je dois dire. Alors, merci à vous et merci pour savoir suivi. Merci à tout le monde. Merci Lalaine, merci François, je vous dis à bientôt.